12 octobre 1492. Un marin génois pose le pied sur une plage des Bahamas. Il plante un drapeau. Il déclare avoir pris possession de cette terre au nom de la couronne espagnole. Autour de lui, des centaines d'hommes et de femmes observent cette scène depuis la lisière de la forêt. Ils s'appellent les Taínos. Ils vivent sur cette île depuis des générations. Ils n'ont rien demandé. L'homme au drapeau s'appelle Christophe Colomb. Et il est convaincu d'une chose. Il est en Asie. Il mourra en croyant ça. Jusqu'à la fin. Sans jamais comprendre qu'il avait changé l'histoire du monde. Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique, le héros courageux qui a prouvé que la Terre était ronde, le génie visionnaire incompris de son époque. Sauf que rien de tout ça n'est vraiment exact. La Terre ronde, tout le monde le savait déjà. Les incompris de son époque, il a obtenu le financement qu'il demandait. Le découvreur de l'Amérique, les Amérindiens y étaient depuis 25 000 ans, et les Vikings y avaient mis le pied 5 siècles avant lui. Et puis il y a l'autre face, celle qu'on passe sous silence dans les manuels scolaires. Colomb gouverneur brutal, Colomb négrier, Colomb renvoyé en Espagne, enchaîné dans la cale d'un bateau par ses propres supérieurs. Dans cet épisode, on va raconter la vraie histoire de Christophe Colomb, pas le héros, pas le monstre. Un homme de son temps, brillant et brutal, visionnaire et aveugle, qui a ouvert une porte sans jamais comprendre ce qui se trouvait derrière. Commençons par quelque chose d'inhabituel. On ne sait pas vraiment qui était Christophe Colomb. Sa date de naissance est incertaine. On dit 1451, probablement à Gênes, mais lui-même a toujours été remarquablement évasif sur ses origines. Dans ses lettres, dans ses journaux de bord, il ne parle presque jamais de son enfance, de sa famille, de son lieu de naissance. Des historiens ont proposé qu'il était génois, catalan, majorquin, corse, portugais, et même d'origine juive séfarade, converti de force au christianisme. Les analyses ADN réalisées en 2024 sur ses restes conservés à la cathédrale de Séville ont confirmé qu'il repose bien là. Mais sur ses origines exactes, le mystère reste entier. Ce qu'on sait avec certitude. Il est autodidacte. Il lit Marco Polo, le livre des merveilles, les cartes de l'époque, les traités de cosmographie. Il navigue tôt. Il fait du commerce entre la Méditerranée et les côtes atlantiques. Il s'installe au Portugal, qui est à cette époque la nation maritime la plus avancée du monde. Et là, vers 1484, il forme son projet. Son idée ? Atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest à travers l'Atlantique. Ce n'est pas une idée révolutionnaire, d'autres y avaient pensé. Ce qui est particulier chez Colomb, c'est le calcul. Et le calcul est faux, gravement faux. Colomb sous-estime la circonférence de la Terre de près de 40%. Il pense que la distance entre l'Europe et le Japon par l'ouest est d'environ 4000 km. Elle est en réalité de 20 000. Si les Amériques n'avaient pas été là, lui et son équipage seraient morts de soif et de faim en plein Atlantique. Il présente son projet au roi du Portugal, Jean II. Les experts portugais l'examinent et le rejettent. Non pas parce qu'ils pensent que la Terre est plate, mais parce qu'ils ont les bons chiffres. Ils savent que la distance est trop grande pour être navigable avec la technologie de l'époque. Colomb s'entête. Il se tourne vers l'Espagne. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon font examiner le projet. Leurs experts concluent la même chose que les Portugais. Et pourtant Isabelle accepte finalement de financer l'expédition en 1492. Pourquoi ? Probablement parce que les conditions demandées par Colomb étaient limitées. 3 bateaux, quelques hommes. Et que le potentiel de gain valait la mise de départ. Colomb obtient ce qu'il veut. Le titre d'amiral de la mer Océane, la vice-royauté de toutes les terres qu'il découvrirait, et 10% des profits. Le 3 août 1492, 3 caravelles quittent le port de Palos. La Niña, la Pinta, la Santa Maria. 70 jours plus tard, un marin aperçoit une lumière dans la nuit. Le lendemain matin, il touche terre. C'est probablement le mythe le plus répandu sur Christophe Colomb.
et c'est l'un des plus facilement démontables. Au XVe siècle, personne d'instruit ne pensait que la Terre était plate. Cette idée a été inventée au XIXe siècle par des écrivains romantiques américains, notamment Washington Irving, dans sa biographie romancée de Colomb, publiée en 1828, pour dramatiser l'histoire et faire de Colomb un héros visionnaire combattant l'obscurantisme. En réalité, la sphéricité de la Terre était connue depuis l'Antiquité grecque. Ératosthène avait calculé la circonférence de la Terre avec une précision remarquable vers 240 avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, cette connaissance n'avait pas disparu. Elle était enseignée dans les universités. Saint Thomas d'Aquin en parlait. Les cosmographes de l'époque la tenaient pour acquise. Quand les experts portugais et espagnols ont rejeté le projet de Colomb, ce n'était pas parce qu'ils pensaient tomber au bout d'une terre plate. C'était parce qu'ils calculaient correctement que la distance était trop grande. Ce qui est fascinant, c'est que Colomb a réussi, non pas parce qu'il avait raison sur quelque chose que les autres ignoraient, mais parce qu'il avait tort sur quelque chose que les autres calculaient juste, et que par une extraordinaire coïncidence géographique, un continent inconnu se trouvait exactement là où il espérait trouver l'Asie. L'histoire de Colomb n'est pas celle d'un génie face à l'ignorance. C'est celle d'un homme obstiné qui avait tort sur ses calculs et qui a eu de la chance que la géographie le sauve. Ce n'est pas moins remarquable, mais c'est très différent. L'autre grand mythe, Colomb a découvert l'Amérique. 3 problèmes avec cette phrase. Premier problème, les Amérindiens. Quand Colomb arrive aux Bahamas en octobre 1492, des millions de personnes vivent déjà sur ce continent. Les ancêtres des Amérindiens ont traversé le détroit de Bering depuis l'Asie il y a environ 25 000 ans, lors d'une période de glaciation qui avait abaissé le niveau de la mer et créé un passage terrestre. Ils ont colonisé 2 continents entiers. Des civilisations complexes et sophistiquées, les Mayas, les Aztèques, les Incas, avaient développé des systèmes d'écriture, des mathématiques avancées, des architectures monumentales. Dire que Colomb a découvert l'Amérique, c'est comme dire qu'un Américain qui part en vacances en France la découvre. Deuxième problème, les Vikings. Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, a atteint les côtes de ce qu'on appelle aujourd'hui Terre-Neuve, vers l'an 1000, 5 siècles avant Colomb. Le site archéologique de l'Anse aux Meadows, au Canada, est une colonie viking authentique découverte en 1960 et datée avec précision. Ce n'est pas une théorie, ce sont des ruines fouillées, des outils retrouvés, des datations au carbone 14. Troisième problème, Colomb lui-même n'a jamais mis le pied sur le continent américain lors de son premier voyage. Il a touché des îles des Caraïbes, les Bahamas, Cuba, Hispaniola. Il ne voit le continent, les côtes du Venezuela, qu'en 1498, lors de son 3e voyage. Et même là, il pense que c'est une île. Alors que fait Colomb exactement ? Il établit le premier contact durable et documenté entre l'Europe et les Amériques. Il ouvre une route régulière. Il crée le lien qui va transformer les 2 côtes de l'Atlantique pour toujours. C'est considérable. C'est historiquement décisif. Mais ce n'est pas une découverte. C'est une connexion. Et cette connexion va avoir des conséquences que Colomb n'a pas prévues, pas voulues, et qu'il ne comprendra jamais vraiment. Voilà la partie de l'histoire de Colomb que l'enseignement traditionnel a longtemps escamoté, et qui est pourtant documentée en grande partie par des contemporains espagnols qui étaient là et qui l'ont écrite. Dès le premier voyage, dans son journal de bord, Colomb écrit à propos des Taïnos qu'il rencontre aux Bahamas. Il ferait de bons serviteurs. Avec 50 hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire ce que nous voulons. C'est dans son propre journal. Pas une accusation portée par des ennemis. Ses propres mots, dès le premier jour. Lors du premier voyage, il enlève 10 Taïnos pour les ramener en Espagne comme échantillon humain. 6 survivent au voyage. Lors du deuxième voyage, en 1493, Colomb arrive avec 17 navires et 1500 colons. La colonisation commence pour de bon.
et avec elle, quelque chose d'irréversible. Colomb impose aux Taínos d'Hispaniola un tribut en or. Toute personne de plus de 14 ans doit livrer une quantité fixe d'or tous les 3 mois. Ceux qui ne produisent pas assez parce que l'or n'est pas en quantité suffisante sur l'île sont punis. Selon les témoignages de l'époque, dont ceux du prêtre Bartolomé de las Casas qui est présent et documente tout, les sanctions peuvent aller jusqu'à la mutilation. Bartolomé de las Casas deviendra le grand défenseur des Amérindiens. Et il connaissait Colomb personnellement. Sa description des premières années de la colonisation est horrifiante. Il parle de massacres, de travaux forcés, de famines provoquées par la destruction des récoltes, de populations entières décimées. En 1495, Colomb capture 1500 Taïnos. Il en sélectionne 500 pour les envoyer en Espagne comme esclaves. 200 meurent pendant la traversée. Isabella de Castille est indignée quand les survivants arrivent. Elle avait interdit l'esclavage des peuples convertis au christianisme. Elle les libère et les renvoie. Mais Colomb continue. Les chiffres sont terrifiants. Quand Colomb arrive à Hispaniola en 1492, la population taïno est estimée entre 500 000 et 1 300 000 personnes selon les sources. En 1542, 50 ans après le premier voyage, il n'en reste pratiquement aucun. La combinaison des maladies européennes auxquelles les Taïnos n'avaient aucune immunité, des travaux forcés, des famines et de la violence directe a anéanti un peuple entier. Et Colomb lui-même n'est pas innocent dans ce processus. Ce n'est pas seulement l'œuvre de ses successeurs. Il a établi le système. Il a imposé le tribut en or. Il a organisé les premières expéditions esclavagistes. La couronne espagnole finit par en avoir assez. En 1500, Francisco de Bobadilla arrive à Hispaniola avec mandat d'enquêter sur la gouvernance de Colomb. Ce qu'il trouve le choque suffisamment pour qu'il fasse arrêter Colomb, le mette au fer et le renvoie en Espagne dans la cale d'un bateau. Colomb rentre enchaîné. Lui, l'amiral de la mer Océane, vice-roi des terres découvertes. Il sera libéré, gracié, mais ne retrouvera jamais sa vice-royauté. Il y a quelque chose que Colomb a déclenché et dont il n'avait aucune idée. Quelque chose d'une importance tellement massive que les historiens lui ont donné un nom, l'échange colombien. Avant 1492, les 2 hémisphères de la planète ont évolué séparément pendant 25 000 ans. Des animaux différents, des plantes différentes, des maladies différentes, des civilisations entièrement distinctes. Après 1492, tout commence à se mélanger. Et les conséquences sont incalculables, dans un sens de l'Amérique vers l'Europe. La pomme de terre, le maïs, la tomate, le cacao, le tabac, les poivrons, la patate douce, l'avocat, la vanille, le caoutchouc. Ce sont des plantes américaines qui n'existaient pas en Europe avant Colomb. La pomme de terre seule va transformer l'alimentation de l'Europe du Nord et permettre une croissance démographique sans précédent en Irlande, en Allemagne, en Scandinavie. La tomate arrive en Europe, et aujourd'hui on ne peut pas imaginer la cuisine italienne sans tomate. Mais la tomate est américaine. La sauce tomate est une invention postérieure à Colomb. Dans l'autre sens, de l'Europe vers les Amériques, le cheval, le bœuf, le cochon, le blé, la canne à sucre, le café et les maladies. Les maladies. C'est là que l'échange colombien prend une dimension tragique et irréversible. Les populations amérindiennes n'avaient jamais été exposées à la variole, à la rougeole, à la grippe, à la diphtérie, à la typhoïde. Leur système immunitaire n'avait développé aucune défense contre ces maladies. Les épidémies qui frappent les Amériques après 1492 sont d'une violence sans précédent dans l'histoire humaine. Les estimations varient selon les historiens et les régions, mais certains démographes estiment que la population amérindienne a été réduite de 50 à 80% en un siècle, des dizaines de millions de personnes. Pour mettre ça en perspective, c'est proportionnellement plus meurtrier que la peste noire qui a tué 1/3 de la population européenne au XIVe siècle. Colomb n'a pas apporté ces maladies délibérément.
Personne ne comprenait encore les mécanismes de la contagion. Mais l'ouverture du contact qu'il a établi a rendu cet échange biologique inévitable. L'échange colombien est l'un des événements les plus importants de l'histoire humaine. Et c'est quelque chose que Colomb a déclenché sans en avoir la moindre idée. Christophe Colomb fait 4 voyages en tout. 1492, 1493, 1498, 1502. À chaque voyage, il explore davantage. Il touche les côtes de l'Amérique centrale. Il voit le continent. Il entend parler d'un grand océan derrière les terres. Ce sera le Pacifique, que Balboa sera le premier Européen à voir en 1513. Mais Colomb ne comprend pas ce que ça signifie. Il reste convaincu d'être en Asie. Quand il explore les côtes du Venezuela en 1498, il pense qu'il est au paradis terrestre, littéralement. Il écrit que la forme de la terre à cet endroit ressemble à une poire et que le jardin d'Éden se trouve au sommet de la protubérance. Ce n'est pas de la métaphore, il le croit vraiment. Son 4e voyage est un désastre. Il est bloqué pendant 1 an en Jamaïque après que ses navires ont été mangés par les vers. Il utilise une éclipse de lune qu'il avait prévue pour terrifier les taïnos jamaïcains et leur faire apporter de la nourriture. Ça fonctionne. Il survit. Il rentre en Espagne en 1504. La reine Isabella, sa grande protectrice, meurt quelques semaines plus tard. Colomb passe ses 2 dernières années à essayer de récupérer ses titres et ses revenus. Il est malade, épuisé, et toujours convaincu d'avoir atteint l'Asie. Il meurt le 20 mai 1506 à Valladolid. Il a probablement 55 ans. Le continent qu'il avait atteint ne portera pas son nom. Un cartographe allemand, Martin Waldseemüller, publie en 1507 une carte du monde en utilisant le nom d'un autre navigateur florentin, Amerigo Vespucci, qui avait compris avant Colomb que ces terres n'étaient pas l'Asie, mais un monde entièrement nouveau. America, pas Columbia. C'est peut-être le destin le plus étrange de toute l'histoire de l'exploration. L'homme qui a tout changé n'a jamais compris ce qu'il avait fait. Et le continent qu'il avait atteint porte le nom de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Christophe Colomb est une figure profondément contestée. Aux États-Unis, le Columbus Day, le 2e lundi d'octobre, est encore un jour férié fédéral. Mais de plus en plus de villes et d'États le remplacent par l'Indigenous Peoples Day, le jour des peuples autochtones. Des statues de Colomb ont été déboulonnées ou vandalisées lors des mouvements de 2020. En Espagne et en Amérique latine, le 12 octobre est le Dia de la Raza, la fête de la race dans le sens de peuple, ou le Dia de la Hispanidad. Selon les pays et les sensibilités, c'est une célébration ou une journée de deuil. Le débat est réel et légitime, mais il devient souvent binaire. Soit Colomb est un héros qu'on doit célébrer, soit c'est un monstre qu'on doit effacer. La réalité historique, comme toujours, est plus complexe. Colomb était un navigateur d'une compétence et d'un courage remarquables. Traverser l'Atlantique en 1492 avec les instruments et les connaissances de l'époque était un exploit réel. Il l'a fait 2 fois, dans chaque sens. Le simple fait de naviguer pendant 70 jours en plein océan, sans repère connu, demandait une maîtrise et une détermination extraordinaires. Colomb était aussi un homme de son temps. Le XVe siècle n'était pas le XXIe. L'esclavage était une institution légale et pratiquée partout dans le monde. La conquête des terres de peuples considérés comme inférieurs était un droit que personne en Europe ne remettait sérieusement en question. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas le juger, mais ça signifie que le juger sans ce contexte, c'est faire de la morale à bon marché. Ce qui est certain, c'est que ce qui l'a déclenché, l'échange colombien, la rencontre des 2 hémisphères, la transformation du monde, est l'événement le plus important de l'histoire humaine depuis peut-être la révolution agricole de la préhistoire. Et que cet événement a eu des conséquences extraordinairement positives pour une partie de l'humanité et catastrophiques pour une autre. Les 2 sont vrais, simultanément. Et c'est dans cette tension que se trouve la vraie histoire de Christophe Colomb. Pas un héros, pas un monstre,
un homme qui a ouvert une porte, et qui n'a jamais su ce qui se trouvait de l'autre côté.